Jusqu'à présent, dans le thème sur la guerre et la paix, on a beaucoup parlé de la guerre, on n'a pas beaucoup parlé de la paix. Il faut dire que dans le monde contemporain, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, on a de moins en moins de grands traités de paix internationaux. Et les traités de Westphalie, eux, nous plongent dans une époque toute différente et constituent un grand changement sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique d'une manière générale. On va le voir, c'est le premier grand traité de paix interétatique. Au-delà de ça, et c'est un des enjeux des traités de Westphalie, il détermine un nouvel ordre international reposant sur la souveraineté des États et sur la recherche d'équilibre, d'ordre dans les relations entre ceux-ci. Donc à plus d'un titre, ce sont des traités qui nous font entrer dans l'ère moderne de la géopolitique, de la diplomatie et de la géopolitique. Alors il faut voir dans un premier temps que les traités de Westphalie, ils sont deux. À l'été 1648, le traité de Donnersbrück puis le traité de Münster constituent une sorte de première diplomatique, de grande première diplomatique. L'Europe s'est déchirée entre 1618 et 1648 dans des guerres de religion et des guerres politiques. Toutes les puissances européennes se sont à peu près battues à partir de la rébellion au sein du Saint-Empire germanique des protestants de Tchéquie, de Bohême, qui ont mis en question la souveraineté et le pouvoir des Habsbourg. Donc les dimensions religieuses et politiques se mêlent. C'est une guerre qui a été extrêmement sanglante, dont les historiens évaluent le nombre de victimes à plusieurs millions. Donc 30 ans, au bout de cette guerre de 30 ans, le traité de Westphalie intervient. Et c'est la première fois que se réunissent tous les grands États monarchiques en Europe pour faire la paix. C'est l'occasion aussi, pour la première fois, de formuler le principe de souveraineté des États dans les relations internationales. Ces deux traités de Westphalie, en 1648, consacrent un redécoupage des frontières à la fois politiques et religieuses de l'Europe. Sans entrer dans le détail, on peut quand même dire que l'espace germanique est éclaté à l'issue de ces traités, dans la mesure où le pouvoir des Habsbourg, du Saint-Empire romain germanique, décline et se crée environ 350 entités politiques, principautés en Allemagne, dirigées par des princes qui sont indépendants, qui ont le droit de signer des alliances entre eux, donc des territoires princiers qui s'entendent, qui peuvent signer des alliances tant que ces alliances ne sont pas tournées contre l'empereur Habsbourg. Cela signifie que ce qu'on peut considérer comme l'Allemagne de l'époque perd son influence sur la géopolitique européenne jusqu'à l'unification menée par Bismarck à la fin du XIXe siècle. Les différents princes germaniques siègent à une assemblée à Ratisbonne et l'empereur ne peut prendre aucune décision sans l'assentiment de cette diète, comme on l'appelle, de Ratisbonne. On peut noter parallèlement que accèdent à l'indépendance des territoires comme la Confédération helvétique, la Suisse, ainsi que les Pays-Bas, qu'on appelle à l'époque les Provinces unies. Voilà pour le redécoupage politique. Il faut voir que à la souveraineté politique correspond aussi la souveraineté religieuse, puisque les traités de Westphalie consacrent le principe de tel souverain, telle religion. Chaque peuple, sur un territoire souverain, aura la religion de son prince. Il pourra choisir notamment entre le protestantisme et le catholicisme. C'est une décision qui a été refusée par le pape, Innocent X, mais qui a été appliquée en Europe à l'issue des traités de Westphalie. Les traités de Westphalie, c'est donc un certain morcellement politique, morcellement religieux. Mais ce n'est pas pour autant du désordre en Europe. Au contraire, puisque les traités de Westphalie ont consisté à établir un droit juridique européen, international, qui a pour la première fois organisé les relations entre États en Europe sur trois grands principes.
pour ça qu'ils ont un héritage durable. Premier grand principe, la souveraineté interne des États. Les États sont totalement indépendants vis-à-vis des autres, mènent leur propre politique, et les autres États n'ont pas de droit d'ingérence, même si le terme est postérieur. On ne doit pas se mêler des affaires intérieures d'un autre État. Deuxième élément, la souveraineté externe. Les différents États sont reconnus à égalité, les uns vis-à-vis des autres, leurs frontières sont inviolables, leur territoire doit rester intègre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Il peut y avoir des conflits politiques qui mènent à des guerres. Ce sont des guerres interétatiques désormais. La souveraineté externe implique donc que les États soient à égalité les uns vis-à-vis des autres, ce qui implique un troisième principe, la recherche de l'équilibre entre les États. L'idée, c'est que aucun État ne puisse obtenir des forces vraiment très supérieures aux autres. Aucun État ne recherche l'hégémonie. S'il le fait, c'est au risque de provoquer un conflit, des conflits. Donc, l'ordre westphalien, c'est un ordre qui consacre le principe de l'État souverain. À l'époque, ce sont essentiellement des États monarchiques, mais à mesure que la souveraineté populaire, la souveraineté de la nation va s'affirmer au cours des 18e, 19e siècles, l'ordre westphalien sera pas seulement un ordre étatique, mais aussi un ordre national. On fait souvent référence en conclusion dans la géopolitique contemporaine à l'ordre westphalien, pour expliquer que depuis les années 80-90, on est de plus en plus entré dans un ordre post-westphalien, ce qui signifie un effacement partiel des États, des principes d'État, des principes de nation, englobés dans des ensembles supérieurs, des ensembles internationaux, voire supranationaux. C'est Jürgen Habermas, par exemple, le philosophe allemand, qui, pour la construction européenne, évoque une entité de type post-nationale, post-westphalienne.